Bonjour à toutes et tous. On va vous présenter un retour d'expérience sur l'agilité à l'échelle mise en place sur le produit digital massif.fr. Et concrètement, c'est comment continuer à être agile en étant un peu plus gros, voire beaucoup plus gros. À titre personnel, moi je suis ravi d'être là. Ça fait 3 ans que je viens à Agile en scène, les 2 précédentes en édition en tant que spectateur et là en tant que speaker. Et on va se présenter juste après. Donc on commence bien entendu par présenter tous les sponsors de l'événement. J'attire votre attention sur le dernier en bas, qui est Roti. Et on vous invite bien entendu à la fin à nous faire part de votre retour d'expérience par ce biais-là ou par un autre. Vous pourrez nous croiser sur l'événement jusqu'à ce soir. Donc n'hésitez surtout pas à nous donner du feedback, des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont déplu, des choses qui sont pas assez poussées, pas assez détaillées. On a besoin de ça aussi, nous, pour s'améliorer dans des presses qu'on fait comme ça, tant à l'externe qu'en interne. Donc merci d'avance pour ce feedback. Alors qui sommes-nous ? Donc, je suis Tony Gilbert, je viens du monde du développement. Au tout départ, j'étais webmaster, ça remonte un petit peu, donc je touchais un petit peu à tout ce qui est Photoshop, en gros tout ce qu'on adresse sur le web à l'époque. Et je me suis orienté en tant que développeur, puis lead développeur, ensuite Scrum Master, coach agile et désormais manager. Donc sur une ligne produit, donc c'est le nom de notre équipe, on est à peu près une 60aine qui gère massif.fr avec tous les corps de métier, on y reviendra après. Moi-même, je suis Pierre-Henri Lecartier. Donc aujourd'hui, je suis Release Train Engineer au sein du framework SAFe sur le train massif.fr. Donc c'est des termes qu'on explicitera un peu plus tard. Moi, j'ai une histoire qui est un peu différente. Je viens plus du waterfall. J'ai commencé comme chef de projet production. Ensuite, j'ai travaillé sur le déploiement d'ITIL au niveau de la GDC, gestion des changements, GDMEP, gestion des mises en prod. Donc on est assez loin. Ensuite, chef de projet intégration. Donc on est toujours très loin. J'ai commencé à découvrir l'agile il y a 3-4 ans sur les premiers projets qu'on a fait un peu en Scrum V à la Massif. Et j'ai embrassé la bascule totale vers l'agilité il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc le sommaire, je ne vais pas vous le lire, on va vous présenter un peu le contexte, pourquoi on a mis ça en place, et puis on va essayer de vous donner pas mal d'éléments, d'une part, pour essayer d'expliciter un peu ce qu'est SAFe, vous donner un peu d'éléments de compréhension pour simplifier un peu ce framework qui peut paraître un peu complexe vu de l'extérieur, et aussi bien entendu vous faire un retour d'expérience avec ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce sur quoi on se cherche encore. Alors rapidement, un focus sur le groupe Massif. Ce sont les chiffres fin 2017, donc c'est à peu près 5,3 millions sociétaires clients, un chiffre d'affaires qui dépasse les 6 milliards, un peu plus de 10 000 collaborateurs. Ce qu'il faut retenir pour la suite de la présentation, c'est qu'on a des métiers assez forts, donc métiers assurance dommage, tout ce qui est auto, habitation, etc., deux roues, un domaine santé prévoyance et puis finance épargne également. C'est la première société d'assurance en nombre de contrats auto et deux roues en France en 2016. Et puis un petit focus rapide sur massif.fr à droite, en bas. En 2017, on était à 23,6 millions de visiteurs sur l'année. Vous verrez que ça évolue tous les ans en positif. Alors ce qu'il faut comprendre par métier assez fort, c'est des directions différentes, voire des structures juridiques différentes, des filiales, des montages X ou Y. Ce qui aura un intérêt pour la suite de présentation. On a essayé de faire ce qui se fait souvent sur Internet. Qu'est-ce qui se passe sur Internet en 1 seconde? Là, on l'a fait plutôt sur 1 minute sur Massif.fr. Donc, c'est à peu près 2000 connexions sur notre espace client, 3655 visites. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, vous le voyez. Et puis, sur la partie droite, vous voyez qu'il y a une progression de visiteurs tous les ans. On atteint à peu près en moyenne presque les 3 millions de visites par mois. Donc un site avec une forte fréquentation. Et on adresse aujourd'hui Massif.fr comme un produit digital. On insiste là-dessus. On est vraiment en mode produit. On n'est plus au stade projet. On y reviendra après. Mais concrètement, c'est là-dessus qu'on a essayé d'expérimenter SAFe avec tout ce que ça comporte. Alors on voulait, afin de mettre le bon curseur sur la présentation, on voulait vous poser une question. Alors si vous voulez bien, levez la main. Qui pratique Scrum? Merci. Alors qui pratique l'agilité à l'échelle, quel que soit le framework? Ok. Et enfin, qui pratique SAFe?
Ok, merci. Merci. Alors pourquoi de l'agilité à l'échelle sur Massy.fr? Il y a un peu plus de 2 ans, je me suis retrouvé manager de l'équipe et on avait 4 problématiques majeures. On est passé d'une refonte, une refonte majeure du site à, on va dire, enfin le staffing dédié à l'importance de Massy.fr dans le groupe. On est passé à 70 collaborateurs grosso modo. Et on a très vite vu qu'il y avait un certain nombre de problématiques à régler, notamment l'extension de l'agilité au-delà d'un seul développement. On le sait tous, les pizza teams, c'est 6-7 personnes maximum. Quand je dis 7 personnes, c'est souvent des développeurs. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on continue à être agile en étant beaucoup plus gros? On avait une vingtaine de développeurs à disposition pour pouvoir adresser le produit Massy.fr. Comment on adresse ça? Comment on adresse aussi un sujet multi-entité, c'est-à-dire qui touche toutes les directions métiers qu'on a évoquées tout à l'heure. Il faut savoir que Massy.fr, on adresse tout. On adresse une vie mutualiste, une partie ressources humaines, tous les domaines métiers qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on adresse tout ça tout en étant auto-organisé et agile? Et puis comment est-ce qu'on coordonne aussi plusieurs équipes agiles sur un même produit? Je l'ai dit, hein, on a eu une force de frappe un peu plus forte. Comment on adresse tout ça? Et puis comment on structure la roadmap et le budget? Ça, ce sont les principales problématiques qu'on a eues au tout départ, il y a 2 ans et demi à peu près. Et puis nos irritants, c'était l'alignement. Concrètement, dans les repères, on avait plusieurs product owners, on a 8 product owners dans la ligne, dans l'équipe. On avait plusieurs product owners qui s'adressaient à différentes équipes. Donc les product owners, il y en avait certains qui utilisaient Excel, d'autres PowerPoint, d'autres qui avaient certains types de typologies de templates, donc qui faisaient les tests d'acceptance, etc. Enfin, tout ce que vous connaissez, je pense. Et donc du coup, on avait cette problématique-là à adresser. On avait aussi des différences dans la complexité. Les équipes en tant que telles, on avait plusieurs équipes de dev qui n'estimaient pas la même complexité, en tout cas qui n'avaient pas les mêmes critères d'estimation. Donc ça aussi, ça posait problème. Et puis on n'avait pas de vision claire sur les priorités à donner. On était un peu le rôle d'arbitre au sein de l'entreprise. On est rattaché à la direction digitale et systèmes d'information. Et on était un peu l'arbitre métier pour essayer d'adresser les projets, ce que vous connaissez tous, je pense, c'est passe-moi mon projet, non, passe-moi celui-là, il est plus prioritaire. Enfin voilà, on se retrouvait dans une position un peu compliquée et on n'avait pas de visibilité sur notre capacité à faire aussi, réelle. Alors une expression que j'aime bien, voilà, on avait toutes ces problématiques-là et on s'est dit, si on veut avoir les mêmes problématiques, la folie c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. On s'est dit, il faut que ça change, il faut qu'on trouve quelque chose à faire pour que ça évolue sur ce sujet-là. À ce moment-là, on a commencé à regarder ce qui existait au niveau de l'agilité à l'échelle. On voulait rester agile avec juste du Scrum à notre niveau. Alors peut-être parce qu'on ne connaissait pas assez bien, j'en sais rien, je ne suis pas expert Scrum. On ne voyait pas franchement de solutions se dégager qui permettaient de répondre à tous les irritants, tous les problèmes qu'on a. Encore une fois, on a tout un tas de sujets qui sont demandés en termes d'évolution sur le site internet, qui viennent par d'entités juridiques différentes qui ont leur propre budget. Donc, gérer ça avec 3 équipes Scrum séparées qui sont confrontées à 8 PO. Déjà, si vous voyez 3 équipes Scrum avec 8 PO, vous voyez un certain nombre de choses qui commencent à pas marcher bien. Donc on a regardé un peu ce qui se faisait sur le marché, même si c'est du libre. Et on a vu un certain nombre de choses qui se dégageaient, qui nous semblaient faire un peu plus de sens, ou du moins se dégager un peu plus que les autres. Donc on a spécialement regardé Safe, Less, Spotify et Sauce. Bon, ceux-là nous ont un peu plus plu que les autres, ils étaient un peu plus gros, ils étaient un peu plus impliqués, on pouvait un peu plus, impliquer un peu plus développé, un peu plus répandu, on pouvait plus facilement prendre des retours d'expérience. Donc on a regardé un peu ce qui se faisait sur le web, comment on pouvait avoir des feedbacks. Less et Spotify et Sauce, si on se met dans le passé 2 ans en arrière, le pire c'est Spotify, si on veut avoir de la doc, je vous mets au défi d'aller montrer la doc Spotify à votre patron pour lui dire qu'il faut faire ça. C'est pas très simple. Safe s'est dégagé parce qu'il semblait répondre à plus de nos attentes. Alors pourquoi Safe à la différence des autres? Il y avait différents critères. Safe est une extension de Scrum. Donc Scrum, on était déjà, on va dire, l'équipe était déjà mûre sur le sujet. On connaissait bien Scrum et on s'est dit comment étendre à l'échelle et à plus haut niveau cette partie-là. Donc c'est vraiment l'ambition forte d'attaquer l'organisation autour des équipes Scrum.
Ensuite, il y avait un autre sujet, c'est vraiment de travailler à tous les étages sur ce qui compte, donc avec une posture lean agile. Donc lean, c'est suppression du gâchis, vraiment travailler sur ce qui compte à tous les étages. C'est ce qui nous a séduit aussi dans Safe. Et là, je l'ai déjà dit, c'est travailler sans dispersion d'efforts. C'est une approche bien structurée. Safe, pour ceux qui l'ont déjà vu, quand on voit le framework, il y a un côté flippant, il y a un côté rassurant. Le côté flippant, c'est waouh, c'est quoi cette big picture, ça fait un peu peur, ça me paraît compliqué à appréhender. Par contre, il y a un côté très rassurant pour la direction, c'est de se dire, ah ok, on arrive rapidement à se projeter, on voit que c'est étudié, on voit que ça va très haut, et on peut facilement projeter des rôles, même si il faut être très vigilant par rapport à ça. Et puis, ça répond au dernier irritant qu'on évoquait dans les slides d'avant. L'un des grands objectifs de Safe, c'est l'alignement d'entreprise. On va y revenir tout à l'heure, et c'est vraiment le bonus que Safe nous a apporté. Alors Safe, il faut savoir que c'est mis en place ou c'est en cours dans toutes ces entreprises-là. Donc ça, ce sont des entreprises francophones. Je fais partie du Club Safe France, enfin francophone, pardon, parce qu'avant il s'appelait Club Safe France, à l'initiative de Michel Levasselot. Donc merci Michel, je ne sais pas s'il est là, mais bon, merci. De Pôle emploi. De Pôle emploi, pardon. Donc ça permet d'avoir des retours d'expérience fréquents, donc soit téléphoniques, soit en visio, et ça permet de voir. Et puis il y a un côté rassurant pour les dirigeants en disant, voilà, on fait quelque chose. Par contre, regardez, c'est mis en place et c'est en cours d'installation dans ces différentes structures françaises ou francophones. Puis nous, on a un banque assureur, hein, donc on voit BPCE, Société Générale, AG2R, etc. C'est des choses qui parlent quand même à nos dirigeants. Donc c'est quoi Safe? Safe, c'est ça. C'est vachement clair, hein, c'est limpide, c'est simple, c'est accessible. Non, voilà. Concrètement, effectivement, la première vision de Safe, ça fait peur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois niveaux. Là, on est sur le niveau portfolio, mais il y a trois niveaux. Il y a le niveau team tout en bas. Donc là, ce sont les dev teams que vous connaissez avec les PO, les Scrum Masters, etc. Le niveau du dessus, c'est le niveau programme, donc celui qui nous intéressait en l'occurrence pour Massy.fr, celui qu'on n'adressait pas encore en agilité et d'autant plus à l'échelle. Et puis ensuite, il y a Lean Portfolio Management, sur lequel on reviendra un tout petit peu aussi. Alors, il y a quelque chose qui est important dans Safe, c'est le PI Planning. Alors, le PI Planning, hein, si on regarde le site de Safe, c'est ça. Alors, pour moi, c'est toujours pas plus clair. Je sais pas si ça l'est pour vous. Il y a plein de dessins. Il y a une page web qui fait 6, 7, 8 écrans. Je ne sais pas compter, puis ça dépend de la résolution qu'on a. Il y a un ordre du jour qui tient sur 2 jours. Il y a plein d'étapes. Ça paraît compliqué. Alors, on va essayer de vous faciliter la lecture de ce truc-là, qui est quand même un élément fondateur. Alors en fait, Safe, ce qu'il faut voir, c'est que cette partie basse, en fait, c'est exactement la même chose qu'une itération Scrum. Alors on a préféré le redessiner comme ça, alors on ne l'a pas fait exprès, on ne savait pas qu'on aurait cette explication-là à la keynote de ce matin. On n'aime pas les choses linéaires, on préfère qu'on ça boucle. Donc on ne l'a pas fait exprès. Donc grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est que cette partie basse, qu'on a ici, dans Safe, c'est exactement la même chose. Alors comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Alors la première chose qui paraît évidente, c'est qu'on va plus s'occuper d'une seule équipe, on va s'occuper de plusieurs. Donc j'avais une équipe 1, là je vais avoir une équipe 1, 2, 3, 4, 5. Safe préconise de l'ordre de 75 à 150 personnes réparties dans 3 à 8, 9 équipes. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est autour de ça. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on peut regarder un sprint, un groupe de sprint. Safe préconise 8 à 12 semaines. L'idéal, c'est de caler à peu près sur un trimestre. C'est ce qu'on a fait. Nous, on est vraiment sur un trimestre, on colle au quater. Pareil, les patrons les aiment bien. Et ce truc-là, ce groupe d'équipes sur un nombre de sprints, on va appeler ça un programme incrément. C'est le PI de PI Planning. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est plus très compliqué. Le sprint planning planifie le sprint, le PI planning planifie le PI. Niveau démo rétro, ils ont été chercher un peu plus loin le vocabulaire, ils ont appelé ça inspect en adapt. On va revenir très rapidement derrière sur ces termes-là. Par contre, une fois qu'on fait ça, on va se retrouver avec, en ce qui nous concerne, pas loin de 100 personnes dans une pièce. Donc on peut se permettre d'avoir des PO qui viennent préciser des US. Déjà parce que ça ferait beaucoup trop. Et en plus, parce que les US, elles peuvent être écrites pour le sprint qui arrive, elles peuvent être préparées pour le sprint d'après, mais des US à un trimestre, logiquement, si on est agile, ce n'est pas des choses qu'on est censé faire. Donc on va monter d'un étage à ce niveau-là. On va prendre une strat qui s'appelle le Product Management.
donc qui pilote un peu les PO d'un peu plus haut. Et on va plus s'occuper du niveau US, on va s'occuper du niveau feature, qui est un regroupement cohérent d'US qui sont pressentis sur un trimestre. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'un terme. J'ai oublié, on fait intervenir les métiers. Parce que les arbitrages ne peuvent plus être faits par un PO. Surtout dans notre contexte, on a des métiers différents. On a des gens qui viennent du domaine bancaire, qui vendent de la banque à distance, qui vendent de l'assurance vie. On a des gens qui vendent de la complémentaire santé, des gens qui vendent de l'assurance auto. Donc on fait venir ces différents métiers-là pour qu'ils se parlent. Et on remplace le Scrum Master par le Release Train Engineer, donc le rôle que j'occupe, qui est présenté dans Safe comme un Chief Scrum Master. C'est un terme qu'on n'aime pas trop. C'est pas un chef, c'est plus un facilitateur qui joue un peu le rôle au niveau de ce bloc-là qu'un Scrum va jouer au sein de son équipe. Quelque part, c'est la même chose. Et quand je vous dis que c'est la même chose, si vous regardez en détail le planning des 2 jours du PI planning, vous allez exactement retrouver ce qui se passe dans un sprint planning. Dans un sprint planning, le PO il va arriver, il va vous présenter sa liste de courses. Il va commencer par présenter ses US. Ensuite, ces US, l'équipe va les chiffrer. Comme d'habitude, comme il y a 40 points de capacité, le PO est arrivé avec 80 points. Donc ça ne loge pas, donc on en discute. On rebat les cartes, on choisit ce qu'on fait, et on refait un planning. Et ensuite, on commit. Sur un PI planning, si vous regardez les 2 jours, vous allez exactement retrouver cette structure-là. La première matinée, on va présenter les sujets, donc comme j'ai dit tout à l'heure, plus au niveau feature qu'au niveau US. La première après-midi, on va faire la première version du planning. Le soir, comme on embarque des choses de plus haut niveau, en plus gros volume, on va faire intervenir des décideurs pour faire les arbitrages. Donc, en ce qui nous concerne, on fait venir tous les décideurs de tous les domaines. C'est eux qui choisissent ce qu'on fait et donc ce qu'on ne fait pas. Le lendemain matin, on rebat les cartes, exactement de la même façon qu'on rebat le planning une fois qu'on s'est mis d'accord sur un sprint planning. Et on commit. Et c'est presque tout. La seule différence, c'est que comme on en profite pour faire un gros événement, on réunit tous les gens qui travaillent sur un produit. On va profiter de cet événement qui est un peu une grand-messe pour toute l'équipe qui travaille sur le sujet, pour passer un peu d'éléments de contexte. Donc, si vous regardez, vous avez sur l'introduction, vous avez des éléments de contexte qui sont passés sur la vision à 3 mois de ce qu'on souhaite faire sur le produit. On profite de ça. On va profiter pour passer de la vision architecture qu'on ne fait pas toujours. En dehors de ça, c'est exactement la même chose. Si vous regardez Inspect en Adapt, vous allez aussi exactement retrouver ce qui se passe en démo rétro. On va faire une démo, alors d'un cran plus haut, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les US, mais on va présenter les grandes fonctionnalités. Donc, on va présenter à métier croisé et PO croisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le PO qui voit son sujet, mais il va aussi voir suite tous les autres. Derrière, on va regarder les métriques. Donc, on va regarder la vélocité de l'équipe, on va regarder la vélocité du bloc sur un trimestre, et derrière, on va faire une rétro. C'est exactement pareil. Ça ressemble vraiment très fort. Donc, si vous avez compris Scrum et que vous comprenez cette analogie-là, vous avez compris ce que c'est qu'un PI planning. La dernière petite subtilité qui apparaît là-dessus, ça n'apparaît pas. Il y a un bug, c'est pas grave, désolé. Oui, ici c'est au-dessus. Cet élément, Safe l'appelle le train, Agile Release Train. Alors là-dessus, il y a souvent des confusions. Les gens, ils ont noté les trains qu'on a pu connaître quand on faisait des trains de livraison par le passé, où un train, c'était un regroupement à une date. Ce que Safe appelle le train, c'est le flux continu. C'est l'ensemble des itérations de haut niveau. Donc l'ensemble des incréments. Une fois que vous avez compris ces éléments de vocabulaire-là, ça fait peut-être beaucoup en peu de temps, je vous inviterai à regarder les vidéos après, et puis on fournira les planches bien entendu. Une fois que vous avez compris ces éléments-là, vous avez compris les couches basses de Safe. Vous avez compris les fondamentaux. Alors on revient à nos objectifs. On avait comme objectif, en déployant tout ça, de délivrer de la valeur rapidement, y compris à l'échelle. On avait aussi l'objectif de réduire le time to market, le fameux time to market, mais y compris à l'échelle. On était aguerri sur une petite équipe Scrum à délivrer rapidement. Par contre, comment on adressait ça à l'échelle? Et puis, on avait pour ambition de déployer et d'accélérer les pratiques DevOps, qui s'y prêtaient vraiment pour Massif.fr. Et autre ambition plutôt interne sur le sujet, on voulait participer à la rénovation des processus digitaux, processus de l'entreprise. Concrètement, on a une culture très ancrée à la Massif, alors peut-être que dans beaucoup de grands groupes de Waterfall, cycle en V, et on voulait adresser cette partie-là pour un peu déflorer le terrain aussi pour les autres, parce qu'on n'avait pas encore à adresser l'agilité à ce niveau-là. Alors, ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris Safe au bout. Et framework, ça veut dire cadre ou boîte à outils, on traduit comme on veut. Ça ne veut pas dire Bible, ça ne veut pas dire dogme.
Donc on a pris le schéma qui est dans Safe. Si vous regardez en bas, hein, vous avez ce schéma-là qui explique dans quel ordre on est censé le déployer. Et comme ça nous paraissait très waterfall et encore une fois très linéaire, on a fait une grosse croix dessus. Et on a fait quelque chose qu'on sait un peu plus faire. On a fait de l'itératif. C'est-à-dire qu'on a pris les choses une par une, on les a morceau par morceau, et on les a injectés petit à petit dans l'équipe. C'est un axe de conduite du changement, c'est aussi un axe de test. On va voir si ça prend, voir si ça marche, on va voir si on s'en sort. L'autre raison qui a fait qu'on a pris cette démarche-là, c'est que contrairement au modèle Safe qui dit que ça doit venir des patrons, chez nous ça venait du bas. C'est-à-dire que c'était un choix de notre équipe. Et donc, notre DSI était sponsor pour le fait qu'on fasse une expérimentation sur le site, au niveau du déploiement de Safe. Pas que ce soit le modèle de l'entreprise, y compris vis-à-vis des clients. Donc on était dans cette démarche-là qui imposait aussi de commencer petit par le bas. Alors, désolé pour le slide qui fait très waterfall pour le coup. On l'a mis dans l'autre sens pour pas que ça le V se voit. Concrètement, en septembre 2017, je suis venu à la première session d'Agile en scène et j'avais déjà vu un peu avant la big picture, mais j'avais pas eu d'explication orale sur le sujet. J'ai vu un retour d'expérience d'AXA et un retour d'expérience de Pôle emploi qui, pour le coup, tombaient bien puisque je cherchais un peu d'inspiration sur le sujet. À l'issue, on a créé 4 équipes, 3 équipes de build sur MassifFR et une équipe de run qui gère tous les incidents. On a fait le constat à l'étude qu'il y avait un problème d'alignement, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, dans l'équipe. Et on s'est dit, go safe, on y va. On s'est fait accompagner d'un coach qui avait une appétence particulière pour safe et qui allait se faire certifier et nous accompagner. On a lancé, je le mets entre guillemets, notre premier PI planning en janvier 2018. Entre guillemets, pourquoi ? C'était pas un véritable PI planning, mais en tout cas, on a lancé quelques sessions. On a lancé notamment la session de Scrum of Scrum, là où on échangeait entre Scrum Master et du coup futur RTE sur les pratiques entre équipes pour essayer d'un peu plus aligner et se comprendre. Nous n'avions pas encore adressé le backlog commun. On avait, comme je disais tout à l'heure, chaque PO avait son backlog sous sa forme typologie. On a adressé un backlog commun, on s'est outillé pour ça. On a lancé le rôle de RTE, en l'occurrence Pierre-Henri ici. Et puis, un certain nombre de cérémoniaux. Okay. Ensuite, on a profité des retours d'expérience d'Air France KLM et de Pôle emploi. On a eu la chance, à notre initiative, mais via Michel Levasselot, d'aller chez Pôle emploi à Bordeaux et d'assister à un véritable PI planning. Ça a été un choc un peu culturel, mais ça permet de voir que c'est possible de faire des séances de 100 personnes et d'être productif. Il y a un peu de scepticisme au départ, mais ça se fait. On a intégré la communauté Safe, moi en l'occurrence, et Pierre-Henri, la communauté RTE France, pour avoir des retours d'expérience. On s'est fait former. Je passe vite, et ensuite on arrive au lancement du premier véritable PI planning en janvier cette année. Alors quand on dit qu'on a lancé le premier PI planning entre guillemets en janvier 2018, donc il y a un peu plus d'1 an et demi, en fait on a pris l'ordre du jour que je vous ai décrit rapidement tout à l'heure, on l'a coupé en morceaux et on a regardé ce qu'on pouvait lancer. Donc c'est-à-dire que la première fois on ne l'a pas fait sur un trimestre avec toutes les équipes, on l'a fait avec une équipe et demie sur plutôt 2-3 itérations pour voir. La présentation des différents sujets attendus, on l'a faite séparément pour voir, pour commencer à acculturer tout le monde, pour commencer à mettre tout le monde dans le mouvement. Et ça nous a amené à ce premier PI planning. Alors ce premier PI planning, c'est un élément sur lequel il y avait beaucoup de pression. Clairement, on a mis 100 personnes dans une pièce pendant 2 jours. 100 personnes dans une pièce pendant 2 jours, ça fait 200 jours hommes. Donc on est tous dans des organisations, on est tous dans des organisations où il y a des métiers qui grattent pour trouver 100 jours hommes pour passer leur sujet sur l'année. Donc quand ils voient qu'on fait ça, leur première réaction, mais enfin, vous êtes fous, vous avez claqué 200 jours et vous ne pouvez pas faire mon sujet à 50, vous vous moquez de moi. Oui, mais enfin, ça fait clairement partie du truc. Donc là, charge à nous, quand on déploie ce genre de choses-là, ou charge à vous, si vous voulez payer demain chez vous, d'expliquer que ces 200 jours de réunion, c'est 200 jours de réunion qui viennent à la place d'autres. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est-à-dire qu'on a tué avec ça tout un tas de réunions. Toutes les réunions qu'on faisait avant pour dire tel sujet doit passer avant tel autre, tiens, tel sujet est en retard. Tout ça, c'est fini. Les points d'avancement réguliers, sujet par sujet, c'est fini. Donc toutes ces réunions-là, on a réussi à les tuer avec le PI planning, et quelque part, ça compense ce coût des 200 jours. Le deuxième élément qui faisait qu'on était un peu sous pression, c'est, on vous l'a dit tout à l'heure, on était en expérimentation, et on était dans le cadre d'une transformation, mise en place et déploiement de l'agilité au sein de la Massif. Et on partait vraiment du cycle en V. On avait quelques expériences Scrum V à droite à gauche, on avait un tout petit peu de Scrum dans les coins, mais on partait de loin.
Et on était vraiment attendu au tournant par tout un tas de gens qui nous disaient, attendez, l'agilité, bon, c'est des trucs de chevelus, vous êtes gentils, surtout côté métier. Hein, enfin voilà, nous on a notre plan projet, c'est détaillé, on veut ça à telle date. C'était un peu compliqué. Donc on était vraiment attendu au tournant sur ce sujet-là. Les conclusions, elles ont été extrêmement positives pour nous. Alors à plus d'un titre. Alors le premier, alors peut-être qu'on a eu de la chance du débutant, j'en sais rien. Le fait est qu'on a atteint l'objectif. L'objectif d'un PI planning, c'est de planifier tout ce qui sera réalisé sur le produit sur un trimestre. On est sorti avec un planning qui était validé par tout le monde. Avec un vote de confiance, parce qu'à la fin du PI planning, il y a un vote de confiance, où les gens voteront entre 1 et 5. On est sorti avec un vote quasiment à 4. Tout le monde vote. Les métiers votent, les devs votent, les PO votent, les managers votent, le RTE vote. Tout le monde vote. Et tout le monde est d'accord sur ce qu'on fait, tout le monde est d'accord sur ce qu'on ne fait pas. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que comme le plan est validé par tout le monde, tous les métiers sont présents dans la salle, derrière, il n'y a plus de débat. De tel projet, il faudrait finalement le faire avant tel autre. Non, c'est fini ça. Et ça, pour nous, c'est un confort énorme. Et ça contribue à tuer toutes les réunions dont on parlait juste avant. Parce que ça, les réunions pour réarbitrage, réarbitrage, avant, on en crevait. Je pense qu'il y a pas mal de gens, quand je vois certaines têtes dans l'audience, je pense qu'il y en a qui en crèvent encore. Cet événement, il est aussi extrêmement marquant. Encore une fois, on met 100 personnes dans une pièce pendant 2 jours. Directeur métier, développeur, monsieur en costume cravate, jeune avec les écouteurs, le t-shirt de geek, etc. C'est des gens qui ne s'étaient jamais parlé. C'est pareil, je vous disais, on en profite pour faire une présentation de la roadmap architecture. Le métier n'avait jamais parlé à un architecte, ou quasiment. Du moins pas sur les aspects techniques. Pourquoi est-ce qu'il faut dépenser de l'argent pour changer les serveurs? C'est pas intéressant, on ne vend pas d'assurance avec ça. Si, pourquoi? Pour telle raison. Donc tout ça, quelque part, ça a fait énormément de liens et énormément de fédérations. Et il faut vraiment voir ce PI planning comme un élément fédérateur. Et pour moi, il y a 2 raisons de faire un PI planning. Au-delà de dire qu'on a un label safe, c'est bien, on fait du safe, on s'en fout. Simplification des arbitrages. Et le deuxième, c'est l'aspect fédération. Vous allez mettre tout le monde dans une pièce et vous allez mettre quelque part tout le monde d'accord. Et ça, c'est vraiment important. Donc, il y a des gens qui nous l'ont dit. Avant, on avait 3 équipes. Après, on en avait une. Et cette équipe, elle inclut des métiers qui sont dedans. Donc ça, c'est vraiment un point structurant. Après, si vous organisez votre premier, faites attention, c'est aussi extrêmement choquant. Nous, on avait prévu une salle trop petite. C'est notre premier, depuis on a corrigé. On est monté à plus de 85 décibels sur la moitié des 2 jours. Donc pour les développeurs qui ont l'habitude d'être tassés dans un open space, ça se passe à peu près bien. Pour les gens des métiers qui sont tout seuls dans leur bureau de 20 mètres carrés, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, on l'a corrigé depuis, mais ça fait partie des petites choses. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous lancer là-dedans, à aller prendre du feedback, à venir voir des gens, nos portes sont ouvertes. On y reviendra par la suite. Des choses à ajouter? Un petit complément. On est passé, alors sans tomber dans un monde merveilleux, parce que tout n'est pas rose non plus, on est passé quand même d'un gros scepticisme métier, pour les avoir eu pas mal au téléphone quelques jours avant, même si on a passé énormément de temps à essayer d'acculturer au maximum, mais on n'en fait jamais assez. On est passé d'un vous êtes complètement fou à il faut le faire partout. Parce que ça, c'est vraiment clair. On se parle aussi entre direction métier, on ne joue plus le rôle d'arbitre. C'est-à-dire que les directions métiers se challenge entre eux et on avait peur que ça soit ça aille au clash. En fait, non, tout le monde est plutôt correct et poli et ça se passe plutôt bien. Et c'est assez rapide, donc c'est notre grande surprise. Et puis, autre élément, on n'a pas cherché à avoir toutes les réponses avant d'y aller. En fait, il y a forcément une part de risque. Si on se plantait, on plantait peut-être l'agilité à l'échelle pour l'entreprise, parce qu'on aurait eu mauvaise presse derrière. Mais on a cherché à avoir un certain nombre d'éléments de réponse avant d'y aller. Mais voilà, s'il y a un message à passer, on y reviendra tout à l'heure, c'est faut y aller à un moment donné, faut arrêter de se poser des questions et puis faut se lancer. Donc concrètement aujourd'hui, ce qui est instauré ou installé chez nous, alors sans faire tout le détail, la partie Scrum en bas avec Built-in Quality, donc c'est toute la partie plateforme d'intégration continue, donc Sonar, Jenkins, je ne sais pas si les gens connaissent dans l'assistance, toute la partie calimétrie, déploiement, etc. La partie programme avec le train, le programme backlog, que j'ai pas de petite... Enfin voilà, merci. Et la partie product management, RTE. Vous voyez aussi certains éléments système démo
Donc système démo, c'est la démo à l'échelle du programme. Donc ça aussi, c'est pareil, on commence à le faire. Les enablers, ce sont des éléments techniques à produire. Donc ça, on le met aussi dans le backlog. Donc les features, je pense que tout le monde connaît. C'est un ensemble de fonctionnalités sur une thématique. Les enablers, c'est par exemple une montée de version Tomcat pour pouvoir faire ça. Voilà, je cite des exemples très concrets, mais voilà, c'est vraiment des exemples techniques pour essayer de performer et d'apporter du fonctionnel. Voilà concrètement où nous en sommes aujourd'hui sur massif.fr et sa mise en place de Safe. Alors les premiers apports. En gros, on a eu une vision sur la capacité à faire des équipes. Alors ça peut paraître anecdotique, mais avant on avait une vision théorique. Là on est en roadmap réel. On est capable sur les 3 mois qui viennent de dire l'équipe, en incluant les congés, le staffing, les personnes présentes, elle est capable de faire, je dis n'importe quoi, 300 points. Aujourd'hui, on a une vision réelle et on est capable de se projeter assez facilement et de partager à l'ensemble des métiers de l'entreprise. On a une vision sur le backlog du produit aussi, sur l'état de santé du backlog. Où en sont les itérations? Est-ce qu'il y a trop de user story? Pas assez? Est-ce qu'on a assez de profondeur dans le backlog? C'est-à-dire, est-ce qu'on a assez de user story d'avance pour éventuellement les prendre si une équipe surperforme, ou en tout cas ou sous-estime? On peut le voir des deux pans. Ou si un projet saute, hein, parce que même ou si un projet saute, sur le planning, s'il y a une coupe budgétaire dans un des différents métiers, on arrête. Voilà, concrètement, on a une vision aussi sur les MVP des features, donc MVP Most Valuable Product. Concrètement, c'est de voir ce qui est l'indispensable pour faire disposer aux clients sociétaires, en l'occurrence à la Massif. Et puis, on a intégré l'amélioration continue, ce qui nous est cher aujourd'hui. Massif FR, cette version actuelle, a 3 ans bientôt. Et on est aujourd'hui plus à essayer de construire de l'amélioration continue, améliorer ce qui existe aujourd'hui, améliorer le taux de transformation des tunnels de vente, par exemple, améliorer les parcours UX, plus qu'à construire des nouveaux tunnels ou construire des nouvelles fonctionnalités. On essaye d'inverser un petit peu la vapeur pour vraiment adresser le mode produit pur. Alors, ce qu'on appelle un tunnel, c'est un enchaînement de pages web qui correspond à un acte de gestion complet. Différentes pages permettent de faire un tarif auto, par exemple. Quelques indicateurs qu'on a mis en place entre 2017 et 2018. Alors 2019 n'est pas terminé. On a essayé de mesurer un petit peu certaines choses qui nous tenaient à cœur. Donc par exemple le time to market, ce qu'on appelle le lead time, c'est-à-dire entre le moment où le sujet arrive et le moment où on va le délivrer à l'utilisateur. Donc le délivrer, ça peut être sous forme de MVP, ça peut être un périmètre plus large, ça peut être plus restreint pour tester l'appétence. Et on a mesuré qu'en 2017, on était plutôt en moyenne à 5 mois, et en 2018, on est passé à 3 mois. Donc indicateur plutôt positif. Pareil sur le volume de mise en production évolutive. Donc ça, ce sont tous les projets qui viennent s'injecter dans le produit. On a fait beaucoup plus de choses plus petites et délivrées plus souvent. Donc là, on est vraiment dans une culture et posture DevOps, c'est-à-dire de délivrer plus souvent, plus petit. C'est pareil, on a construit un indicateur sur la durée de fiabilisation des versions applicatives. Donc ça, c'est le temps entre la dernière itération et la mise en production. On avait souvent une campagne de recherche assez conséquente. C'est toujours nécessaire aujourd'hui, mais on a aussi mesuré ça. On s'est rendu compte qu'on a baissé aussi à ce niveau-là. Alors, ce chiffre, il peut paraître un peu moins DevOps, 22 jours pour stabiliser une version. Après, il faut bien comprendre qu'on est sur un système, le site web qui est interfacé avec le legacy qui est derrière. Et par exemple, quand on permet sur le site internet de faire de la déclaration de sinistre, derrière, il faut dans le cadre de recettes vérifier que toute la gestion sinistre se passe bien sur le back-office. Donc ça veut dire qu'il faut booker des gens qui travaillent sur la gestion sinistre qui potentiellement habitent à l'autre bout de la France. Et donc là, on est obligé de prendre un délai de sécurisation. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des délais qui vont de toute façon rester longs, même si on avance sur le DevOps. Sur tout ce qui est écran qu'on pilote nous, on pourra aller plus vite. Par contre, dès qu'on est en lien avec le legacy, il y a quand même un délai qui sera incompressible. On ne pourra pas faire de la livraison à la seconde comme chez certains sur tout le périmètre. On a un volume de mise en production corrective qui a doublé. Alors là, on peut l'interpréter de différentes façons. Ça veut dire que peut-être potentiellement il y a plus d'anomalies, enfin plus d'incidents. Ça veut aussi dire que peut-être on est plus réactif et on corrige plus vite. Voilà, grosso modo. Et puis un stock moyen d'incidents qui a monté. Donc là-dessus, on y travaille actuellement pour essayer de mesurer et s'améliorer là-dessus. Alors après, un chiffre qui est intéressant, on vous parlait tout à l'heure, on me disait dans l'inspect en app, on garde les chiffres, l'équivalent de la vélocité au niveau train. Et là, ce qu'on regarde, c'est pas la vélocité, c'est pas combien de points on fait,
c'est plutôt est-ce qu'on est conforme au plan. Donc on parle de prédictibilité. Et donc là aussi où on a une réussite assez forte et une satisfaction côté métier, c'est qu'au premier trimestre, on a eu 85% de conformité au plan qui a été écrit au PI Planning, et au deuxième, on est monté à 90%. Dans les 15% et 10% qui ne sont pas à l'heure, il y a des projets qui ont shifté parce que le budget a finalement été annulé. Il y a des projets avec des partenaires où le partenaire n'était pas prêt. Et il y a bien entendu ceux où nous, on a merdé, hein, parce qu'on voilà, on en a aussi chez nous, mais pas que. Donc ces 10-15%, c'est l'ensemble des choses qui peuvent poser problème et faire en sorte qu'un chantier n'arrive pas à l'heure, ne représente plus chez nous aujourd'hui que 10-15% du volume. C'est-à-dire que vraiment, quand on acte ce planning en PI Planning ensemble, c'est vraiment quelque chose qui tient la route. Et c'est aussi pour ça qu'on a un bon engagement là-dessus. Autre sujet aussi par rapport aux 100 personnes dans une salle, dans un PI Planning, le fait qu'on aligne tout le monde, que tout le monde soit là, ça engage tout le monde. Donc chaque personne qui souvent ne discute pas avec son voisin, ou en tout cas d'autres directions métiers, ou d'autres entités informatiques, etc., sait que si il se plante sur son action à lui, il va planter tout le reste du planning. Donc ça engage un peu plus. C'est vraiment fédérateur et ça permet d'aller plus loin. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées et que nous rencontrons encore. On vous l'a dit, l'idée c'est de faire un rec, c'est aussi de vous dire ce qui n'est pas parfait. C'est pas, on ne peut pas vous vendre du rêve, l'idée c'est aussi de vous expliquer ce sur quoi vous pouvez tomber si vous vous lancez là-dedans. Alors la première chose, c'est le choix de déploiement qu'on a fait. On l'a dit tout à l'heure, on a choisi un déploiement itératif de la solution qui a duré un peu plus d'1 an. Et ça a plusieurs impacts. Le premier, effectivement, c'est que c'est long, hein, c'est trivial, bref. Par contre, ce que ça a de plus embêtant, c'est que si on le fait de façon itérative, comme on parle d'organisation, on va intervenir plusieurs fois sur les rôles, les responsabilités des acteurs. Et ça, c'est extrêmement perturbant pour certaines personnes. On a quelques personnes dans l'équipe qui ne se sont pas retrouvées ou qu'on n'a pas réussi à accompagner. Enfin, certainement un mélange des deux. On a forcément notre part de responsabilité dans cet échec. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter. Si vous le faites en itératif et que vous prenez autant de temps que nous, vous risquez d'avoir ce type de problème. Les gens qui vont voir leurs fiches de rôle, parce que les fiches mission n'arrivent pas à suivre, les fiches RH, les fiches rôle, elles peuvent changer tous les 3 mois. Donc ça, c'est une des limites de notre déploiement, il faut en être conscient quand on parle là-dessus. Nous, on est parti un peu la fleur au fusil, on a découvert des choses en marchant. Voilà, c'est important de le partager. Il y a des choses qui restent compliquées liées au modèle. Quand vous devez arriver en PI Planning et présenter les sujets que vous voulez balancer sur le trimestre qui arrive, grosso modo, vous allez toujours en présenter un peu trop, parce qu'il va y avoir un arbitrage, on ne sait pas encore trop ce qui va être fait, il faut qu'on en discute. La question, c'est quel niveau de préparation on a. Si vous préparez trop, vous allez surinvestir en amont, du coup, vous n'allez plus vouloir lâcher les sujets, et vous allez avoir un gros problème d'arbitrage ou un arbitrage imposé. Si vous ne préparez pas assez, vos équipes ne seront pas chiffrées, ne seront pas planifiées. Ça, pour en avoir discuté au sein du club RTE France, c'est empirique. Donc nous, on a eu de la chance, ça s'est bien passé. Peut-être que nos répétitions à périmètre un peu isolé nous ont aidés, mais c'est un des risques là-dessus. Donc ça, il faut en être conscient avant. Donc on ne saurait que trop vous conseiller de faire quelques répètes pour voir comment ça se passe. Des simulations. Nous, on a fait donc les petits exercices, on commençait à le faire plus petit. Et on a fait une simulation à petite échelle et une simulation à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'une semaine avant le PI Planning, on a mis tout le monde dans la salle, on a dit, allez, on prend 3 sujets, un sujet par équipe. On avait 3 équipes à ce moment-là. C'est parti. Vous avez 20 minutes. Et ça permet de rôder le truc. Donc c'est un conseil vraiment, faut vraiment faire attention à ça. Dernier point qui est lié à notre contexte. Alors c'est peut-être la dernière fois qu'on le présente, celui-là, de problème. On a trop de souhaits métiers. On a beaucoup de métiers qui ont chacun leur plan projet, qui ont chacun leur budget, et ils veulent tous plein de choses. Et donc on n'a pas forcément, nous, la capacité, dans notre budget, pour tout faire. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à se normaliser, parce qu'avec l'exercice des PI Planning et le fait qu'on arrive à leur donner une quasi-certitude de ce qui rentre va sortir, ils commencent à se réduire d'eux-mêmes. C'est vrai que les gens, avant, ils ont l'habitude à faire un peu du surbooking, en disant, bon, si j'en veux 3, il faut que j'en demande 9. Là, maintenant, ils savent que s'ils veulent ces 3-là, s'ils en demandent 3,5, logiquement, ça va passer. Donc ça, c'est aussi important. Mais encore une fois, c'est en train de se régler gentiment chez nous. Dernier aspect, on a testé, on a ajusté et on teste encore. Au départ, on avait mis un Ops. Alors, quand j'appelle Ops, c'est ancien exploitant dans chaque équipe, dans chaque dev team. Maintenant, on a plutôt mis les Ops dans un pool d'Ops au milieu des dev teams, ce qui nous a paru plus cohérent en termes de capacité à faire et
et puis de gestion de congés, etc. et d'activités aussi. Les testeurs chez nous prennent des casquettes de PPO, donc Proxy Product Owner. Ils prennent des sujets qui ont moins, on va dire, d'adhérence avec les métiers, plus des sujets où il y a plus de, comment dire, de métiers mais techniques. Donc ils prennent ces casquettes-là. Aujourd'hui, on est parti là-dessus. Les dev teams, on a essayé moins de 3 personnes, on a essayé plus de 7. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Plus de 7, on s'est vite rendu compte que le 7e ne discute quasiment jamais avec le 1. Enfin, les interactions sont beaucoup plus compliquées. Moins de 3, dès qu'on a une personne en congé ou un dispo, tout de suite la vélocité se fait ressentir et c'est pas bon. Les product owners chez nous, plutôt qu'être installés dans une dev team, alors on sait que c'est un peu un anti-pattern de Scrum, hein, normalement un PO est dédié à une équipe, etc. Quand ils ont leur sujet, on va dire en instruction, ils sont plutôt avec les PO entre eux. Et ensuite, quand ils ont un sujet en réalisation, ils s'installent souvent avec les dev teams et puis ils assistent au daily, enfin ils viennent à toutes les cérémonies évidemment. Autre chose qui nous a paru très importante, c'est l'outil de communication collaboratif. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Slack, mais on a un genre de Slack en interne. C'est hyper important pour la réactivité, pour le sentiment d'appartenance à une équipe, même à distance. Ça garde un petit lien post-PI planning, parce que toutes les personnes ne font pas partie des mêmes équipes, et ça permet de se lier et de fédérer autour d'un sujet. Donc ça nous apparaît primordial. Et enfin, on se cherche encore sur la priorisation, et on délivre encore des choses qui n'ont pas d'usage, en tout cas peu d'usage en prod. Donc là-dessus, on se cherche encore sur la valeur métier ou la valeur utilisateur. Donc on a encore un travail là-dessus. On est encore en gros incapable de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour des pages qui font 10 connexions par mois. Par exemple. On a encore du mal à passer le cap avec certains métiers. Alors pour conclure, 4 notions fortes. La première, faites-vous accompagner. Donc il y a 36 façons de se faire accompagner. On peut prendre un coach indépendant ou pas indépendant d'une société de service et puis le faire venir. Il y a aussi les communautés. Il y a beaucoup de communautés, il y a celles dont on fait partie, mais il y en a d'autres. Il y a les REX qu'on peut faire aujourd'hui. Les portes sont assez facilement ouvertes. Donc on a dit qu'on était intéressé par ça. Pôle emploi a ouvert ses portes. Air France KLM nous a fait une conf et nous a dit si vous voulez venir demain, vous venez demain. Bon, c'était à Amsterdam, on est à Niort. Non, ça ne va pas le faire, mais sinon on partait à Amsterdam. Notre porte potentiellement est ouverte. Voilà. On a reçu beaucoup de ces communautés-là, et quelque part on est aussi là pour donner. C'est pas pour se montrer, c'est aussi pour faire profiter la communauté, parce que la communauté nous a fait profiter en amont. Et donc on est vraiment dans ce schéma-là. Faut pas tomber dans autre élément, faut pas tomber dans le dogmatisme. Safe, c'est un framework, c'est une boîte à outils. Voilà, il ne faut pas perdre de vue que c'est un moyen, c'est pas une fin. On peut tous tomber sur des ayatollahs de safe qui disent il faut faire comme ça, c'est pas autrement. Il faut l'adapter à son contexte et aux personnes qu'on a dans l'entreprise, aux produits qu'on adresse, aux métiers qu'on adresse, etc. Voilà, faut surtout pas, c'est un conseil, il ne faut surtout pas tomber dans le dogmatisme. Voilà du conseil, moi j'ai passé ma certif, donc je suis certifié RTE Safe. On a dû me dire 3-4 fois par jour, tu l'adaptes à ton contexte. Je cite. C'est vraiment, même en formation, c'est des choses qui sont poussées par les formateurs safe. C'est surtout pas un anti-pattern de s'écarter un peu si ça arrange, au contraire. Autre élément aussi, l'organisation c'est important. Donc on peut baser une organisation autour de safe. Par contre, l'approche, la posture est beaucoup plus importante à notre sens. C'est-à-dire qu'on peut mixer une organisation très waterfall avant pour la basculer en agilité à l'échelle. Par contre, il y a un gros travail culturel sur la posture des gens et l'approche qu'il y a derrière. C'est pas binaire. À notre sens, on ne transforme pas des rôles anciens en nouveaux de façon binaire. Il y a un accompagnement culturel et des postures à changer. Et ça, c'est pas neutre. Dernier message pour conclure. Un mot en message en commun, c'est essayer, tester. Essayer, tester. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, vous allez chercher les réponses. C'est une boîte à outils. Il y en a d'autres. Voilà. Si vous avez envie, ça a été dit dans d'autres confs aussi ce matin ou hier. Vous avez plusieurs caisses à outils. Si vous avez bien du tournevis dans la première et du marteau dans la deuxième, prenez le tournevis et le marteau qui vous plaît. Merci. Merci.